est une partie importante de notre activité en fiscalité concerne l'expatriation fiscale. C'est-à-dire qu'on est contacté en permanence vers des personnes qui souhaitent aller vivre, on va dire, dans tous les pays du monde, et notamment au Portugal, qui est une destination très prisée. Alors pourquoi aujourd'hui cette thématique des crypto-monnaies? Parce que on voit que nous, on a de plus en plus de demandes en matière de crypto-monnaies sur deux destinations. Une destination Dubaï et une destination le Portugal. Or, lorsque on s'expatrie, on a avant tout une problématique de fiscalité française. Car avant de devenir résident fiscal portugais, d'aller chercher un régime de faveur dont on va parler tout à l'heure, l'idée est surtout de bien respecter les règles lorsqu'on quitte la France. Et donc, le sujet est de voir comment les crypto-monnaies sont imposées aujourd'hui en France, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on quitte la France et quid de l'imposition ou de la non-imposition au Portugal. Donc voilà la thématique. Les crypto-monnaies, c'est vraiment, on a une à deux demandes de consultation par semaine. Et c'est un sujet qu'on voit aussi bien sur les NFT, crypto-monnaies pures, les problèmes bancaires. On a aussi un vrai sujet qui n'est pas fiscal, mais qui est quand même essentiel, c'est que on a des personnes qui ont des crypto-monnaies, mais qui n'arrivent pas à les convertir, car selon les pays de résidence, on a des problématiques et les banques centrales sont extrêmement réticentes à convertir des crypto-monnaies en dollars, euros ou d'autres monnaies, on va dire plus classiques. Donc voilà, donc ce que je vous propose, Rachel, on va commencer et puis on verra au fur et à mesure s'il y a un certain nombre de questions qui nous sont posées. Alors, les crypto-monnaies, on va quand même commencer parce que je suis toujours curieux de comprendre. Certains viennent pour me dire, voilà, j'ai des crypto-monnaies, d'autres pour me dire, je voudrais avoir des crypto-monnaies. Donc, c'est quoi la crypto-monnaie? C'est avant tout une monnaie électronique qui va pouvoir être vendue, achetée, échangée et qui permet surtout d'être dans un monde virtuel où on peut acheter donc des choses virtuelles, mais aussi des choses fongibles. Donc, par définition, parce que contrairement aux banques centrales, on parle souvent de monnaie très volatile et très instable. Il suffit de voir les variations des crypto-monnaies au cours même des derniers mois avec la crise ukrainienne pour comprendre qu'il faut avoir le cœur bien accroché si on ne fait que de la crypto-monnaie ou si on place entièrement son argent en crypto-monnaie. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais, c'est plutôt rapide, efficace, sécurisé parce qu'on fait intervenir ce qu'on appelle la blockchain et qu'on n'a pas d'intervention étatique de banque centrale. Mais le problème, c'est que si ce système est décentralisé et qu'il ne repose pas sur une banque centrale, il repose donc sur la blockchain, qui est une technologie qui permet de sécuriser et d'examiner la totalité des transactions et donc de les sécuriser. Donc, voilà sur les mécanismes. Maintenant, on a deux types d'interventions sur les crypto-monnaies. Une intervention plutôt classique qui concerne, on va dire, la majorité de nos clients, c'est-à-dire des personnes qui ont acheté et qui achètent de la crypto-monnaie, qui en revendent un peu comme on irait en bourse. Et puis, on a ceux qui font ce qu'on appelle du minage. Alors, le minage, c'est quoi? C'est un procédé qui va permettre de créer de nouvelles entités de monnaie, d'où la mine, parce qu'on va aller diviser et travailler la monnaie, et de les mettre sur le marché. Et donc, on va aller les ajouter à la blockchain. C'est un procédé plutôt bien rodé, qui nécessite d'avoir quand même des ordinateurs, d'avoir un certain niveau informatique et surtout d'avoir une très bonne consommation d'électricité. C'est-à-dire que je vois mes clients qui sont dans le minage, d'abord, il faut être féru d'informatique, avoir un vrai niveau. Et là, effectivement, on a des personnes qui ont pu gagner quand même des sommes très importantes.
Donc, maintenant qu'on se situe un peu, qu'on a défini ce qu'on appelle la crypto-monnaie, alors on n'a pas qu'une monnaie, hein, il y en a des centaines, on voit maintenant qu'est-ce qui va se passer. Alors, avant de commencer par la situation en France, je voudrais vous dire que c'est quand même un sujet qui évolue constamment, parce que par exemple, il y a une semaine, on a eu un nouveau règlement qui est sorti à Dubaï, qui concerne les VARA et qui euh, a pour vocation de faire de Dubaï la place tournante des crypto-monnaies dans le monde. Alors, quand on lit, on ne comprend pas très bien parce que c'est la création d'une nouvelle licence pour les sociétés et qu'à Dubaï, on a un peu comme dans les autres pays des problématiques de transformation des crypto-monnaies dans des monnaies banques centralisées, type euro ou dollar. Mais voilà, pour vous dire que c'est vraiment un sujet d'actualité. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? Alors, en France, on assiste à une évolution qui a été votée par la loi de finances pour 2022 et qui interviendra pour une mise en application au 1er janvier 2023. Jusqu'à présent, concernant les investisseurs privés, on avait un mécanisme de ce qu'on appelle le PFU, le prélèvement fiscal unique ou ce qu'on appelle plutôt la flat tax, une imposition unique à 30%. À compter du 1er janvier 2023, on aura le choix entre l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu ou le fameux 30%. Alors, le barème est intéressant pour les personnes qui ont peu de revenus à côté. Ça permettra d'avoir une imposition quand même beaucoup moins importante que par le prélèvement unique. Vous verrez, et on en reparlera tout à l'heure au Portugal, on fait toujours une distinction entre l'investisseur privé et l'investisseur professionnel. Alors, c'est quoi la qualification? On n'a pas encore de jurisprudence parce que c'est quand même extrêmement récent, mais la qualification de l'investisseur professionnel, c'est celui qui qui réalise continuellement des opérations et qui passe un temps donné ou un temps important pour faire des allers-retours. On compare aujourd'hui la jurisprudence à ce qu'on voit sur la bourse, mais on n'a pas vraiment aujourd'hui de décision. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a une imposition aux bénéfices industriels et commerciaux, donc avec un abattement de 50% lorsqu'on est en micro-BIC, et des déductions de frais au réel si on n'est plus en micro-BIC. Et là, on va avoir un changement parce que on va passer au PFU et à défaut à une imposition au BNC avec une imposition sur les micros qui sera plus de 50%, mais 34%, et la déduction des frais. Alors, en pratique, les investisseurs professionnels, ils ne se situent jamais dans cette situation-là. Ils ne sont ni en BIC ni en BNC. Ils vont se situer avant tout en société. Et moi, je vois mes clients qui font notamment des NFT. Personne n'imaginerait de le faire à titre personnel. Donc, on est généralement sur un sujet à l'impôt société. Si on reste en personne physique, on sera sur ces données-là. Et puis, on a les activités de minage qui sont imposables en BNC et là, on n'a pas de changement de catégorie d'imposition. Donc, quand on regarde ça, on se dit quand même, on a une fiscalité plutôt un peu élevée en France et donc j'ai un certain nombre de clients qui s'étant renseignés sur des destinations plus colorées, je dirais en termes de soleil, arrivent notamment au Portugal. Alors, avant d'expliquer ce qui se passe au Portugal et cette mécanique d'imposition ou de non-imposition, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va quitter la France et donc on va quitter cette situation de résident fiscal français pour devenir résident fiscal portugais. Alors, c'est quoi l'expatriation fiscale? L'expatriation fiscale, c'est tout simplement le fait de transférer légalement son domicile fiscal. Tout le monde est libre de changer de domicile fiscal, quelle que soit la destination.
Après, on va avoir un certain nombre de sujets. Est-ce qu'on va conserver des revenus en France? Est-ce qu'on conserve du patrimoine? Est-ce qu'on a de la retraite? Voilà, un certain nombre d'éléments qui vont rentrer un peu en considération. Donc, pour l'expatriation, on va aller chercher un domicile et puis on va transférer, on va informer l'administration fiscale. Je dirais, là, on est dans un process classique de transfert de résidence fiscale. Alors, nous, on a tout un process parce qu'on va aller, lorsqu'on quitte la France, l'idéal pour ne pas avoir une requalification, on va quand même liquider un peu ses actifs français et essayer de les mettre surtout en dehors de France. Parce que sinon, on aura un risque de requalification ou de contestation de la résidence fiscale portugaise. Le vrai sujet en matière d'expatriation et de crypto-monnaie, c'est l'exit tax. Pourquoi? Parce que l'exit tax, c'est l'imposition sur les plus-values latentes de titres de société à l'IS. Et donc, la question est depuis un certain temps de se dire, mais est-ce que moi qui ai des crypto-monnaies, le jour où je pars de France, j'ai l'obligation de faire une déclaration d'exit tax? Ça aurait une conséquence quand même très importante parce que on va prendre un exemple. On va dire que vous avez eu des crypto-monnaies pour un équivalent de 100 et le jour où vous partez, ça vaut 500. Donc, si vous n'avez pas d'exit tax, vous n'avez rien à payer en France. S'il y a un exit tax, on va regarder la plus-value latente, donc 500 moins 100, c'est-à-dire 400, et on va vous dire, si vous le vendez au Portugal sous tel délai, 2 ans ou 5 ans, vous aurez une problématique d'imposition à l'impôt sur le revenu en France sur la base des 400 ou des contributions sociales sur la base des 400. Donc, si vous voulez, ça réduirait quasiment à néant, sauf à avoir une plus-value nettement plus importante après, le fait de partir. Alors, je mets quand même un bémol, c'est que l'exit tax est déclaratif. Et par définition, la crypto-monnaie, on a quand même beaucoup de mal à la trouver. Donc, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de se poser cette question-là parce que, qu'est-ce qui se passe? Aucun texte ne prévoit l'intégration des plus-values latentes de crypto-monnaies dans le champ d'application de l'exit tax. Donc, si vous quittez la France, il n'y a pas de déclaration fiscale à faire au titre de l'exit tax. Néanmoins, on sent un mouvement et je pense que ça devrait plus tarder à arriver. Alors, plus tarder à arriver pour nous, fiscalistes, c'est souvent après une élection présidentielle où on passe des faits à la réalité. Donc, je considère que vraisemblablement en 2023, on pourrait avoir un sujet et qu'on ait des textes qui décident de soumettre à l'exit tax les gains latents sur les crypto-monnaies. Et encore une fois, quelle est la capacité aujourd'hui d'un État à aller chercher les crypto-monnaies? Je suis très dubitatif. Mais en tout cas, en droit, ça pourrait exister. Après, libre à chacun de faire ou pas la déclaration. Donc, vous décidez de partir de France. Vous avez des crypto-monnaies, vous n'avez rien à déclarer. Alors, vous aurez toujours une déclaration au titre de l'année où vous partez parce que si vous avez des revenus du travail, des revenus fonciers, des revenus de la retraite, ils resteront à déclarer jusqu'à votre date de départ. Mais l'exit tax, c'est l'élément important. Et c'est d'autant plus important qu'au Portugal, on a quand même une imposition en crypto-monnaie qui est extrêmement intéressante. Alors, et c'est, on va dire, ça fait partie avec Dubaï des 2 destinations privilégiées des personnes qui viennent nous voir et qui demandent notre assistance. Donc, alors on fait toujours une distinction entre professionnels et non professionnels. Pour l'imposition des crypto-monnaies, d'abord, on n'a pas de TVA et on a un taux zéro d'imposition au Portugal. Alors, les conditions ne sont pas liées à l'obtention du régime NRH. Le régime NRH
et le régime de faveur qu'il faut souscrire dans les 6 mois de votre arrivée au Portugal et qui vous permet de bénéficier de réductions ou d'impositions limitées sur vos revenus de source étrangère et vos revenus de source portugaise. Le principe est une non-imposition sur les revenus de source étrangère, à l'exception des retraites qui sont taxées 10%. Et le principe est aussi une imposition sur les revenus de source portugaise qui sont normalement taxés à 20% au lieu d'être sur un système de tranches comme en France, avec une accélération beaucoup plus sensible qu'en France. Et donc, pour bénéficier de ce régime NRH, il faut ne pas avoir été résident fiscal portugais au cours des 5 dernières années et être résident et résider au Portugal au moins 183 jours par an. Donc, c'est relativement facile. Mais ce qui est intéressant, moi, je n'ai au cabinet que des clients qui vont chercher le régime NRH. Ils vont pas sous un régime portugais classique, parce que le régime portugais classique, de toute façon, on a une imposition extrêmement élevée. Donc, on a quoi aujourd'hui? La non-imposition pour les crypto-monnaies, elle n'est pas uniquement liée au régime NRH, elle est liée à une législation globale. Il suffit d'obtenir un numéro fiscal portugais, que vous avez si vous êtes NRH, être résident au Portugal et faire une déclaration annuelle sur les revenus des crypto-monnaies. Alors, c'est à double tranchant, cette déclaration annuelle sur les revenus de crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez sur cette présentation, on est non imposé si on est non professionnel, et par contre, si on est professionnel, c'est-à-dire si on négocie fréquemment de la crypto-monnaie et si on intervient un peu comme des traders, on a une imposition à 20%. Or, le fait de faire une déclaration au Portugal sur les actifs numériques va permettre au Portugal de comprendre si vous avez été plus ou moins professionnel. Alors, ça ne se voit pas automatiquement, mais on peut le déduire du système déclaratif portugais. Néanmoins, quand mes clients me posent la question, je leur dis qu'il est impératif de remplir ce document. Pourquoi? Parce que si vous ne remplissez pas ce document, vous ne bénéficiez pas du taux zéro, mais en plus, vous aurez une difficulté pour pouvoir convertir vos crypto-monnaies en euros dans une banque portugaise, puisque vous ne pourrez pas, à l'appui de vos cryptos et des outils de vente de votre crypto, dire « j'ai déclaré et voilà, le fisc portugais est informé ». Donc, je pense que le système portugais est extrêmement intéressant et qu'il faut rentrer à plein dedans. Maintenant, lorsque je travaille avec mes confrères portugais sur des dossiers départ de France, moi, je me fais toujours sécuriser, on analyse en détail pour voir si on est sur une activité non professionnelle ou professionnelle. Le fisc portugais, un peu comme tous les fiscs, les administrations fiscales dans le monde, et notamment l'administration fiscale française, va souvent plutôt chercher l'imposition que la non-imposition. Donc, ils ont la main plutôt très facile sur l'imposition au taux de 20%. Alors, 20%, vous me direz, vous êtes encore loin du taux d'imposition en France, hein. Mais bien évidemment, c'est quand même un élément important. Donc voilà, je récapitule. On a un régime français avec une imposition relativement importante qui évolue. Si vous quittez la France avec des crypto-monnaies, vous ne devez pas être taxé sur ces crypto-monnaies quand vous les transférez virtuellement, puisque on ne parle pas de les passer d'une banque à une autre, mais quand vous les transférez avec vous au titre du transfert de résidence, et lorsque vous les vendrez au Portugal, vous pourrez bénéficier d'une imposition à taux zéro ou au pire d'une imposition à 20%. Donc voilà les éléments importants. Alors, ce que je n'ai pas vu, mais s'il y avait des questions, Rachel? Oui, alors il y a
il y a Maxime qui a d'abord, il voulait poser des questions, donc c'est le moment de les poser. Et il y a Philippe qui demande si le portefeuille n'a pas été vendu, faut-il déclarer son portefeuille au titre de particulier? Alors, bien évidemment, on est dans le cas où le portefeuille n'a pas été vendu. Parce que si votre portefeuille a été vendu, il est imposable en France. Là, je pars du principe que vous avez de la crypto. Il y a deux choses. C'est-à-dire, vous avez de la crypto pour 1000. Si vous avez vendu 500 avant de partir, vous êtes imposable en France. On va prendre l'exemple, vous partez le 1er avril 2022. Vous vendez 500 de crypto le 20 mars 2022. Ben, vous serez imposable à la flat tax au taux de 30% sur les plus-values dégagées sur cette vente. Maintenant, il vous reste 500 de crypto que vous prenez avec vous virtuellement au Portugal et que vous allez revendre dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous aurez une imposition zéro. On parle bien des plus-values latentes. Donc, et cela totalement indépendamment du régime NRH. Donc, le fait que vous ayez ce régime n'a aucune importance. C'est la loi portugaise sur les crypto-monnaies qui indique qu'on est soit à 0, soit à 20% d'imposition. Okay. Alors, je vois d'autres questions. Oui, oui. Alors, il y a des questions. Dans le cas de l'utilisation d'un bot crypto, sommes-nous considérés comme des professionnels? Alors, attends, une seconde, parce que je vais mettre aussi ces questions. Alors, on a répondu à la question de Philippe. Alors, il y a Adil qui pose la question dans le cas de l'utilisation d'un bot crypto. Je dirais qu'on commence à avoir des indices importants, mais moi, le vrai sujet, c'est est-ce que vous avez acheté de la crypto et vous achetez, vendez votre crypto une fois par mois ou vous le faites 2 fois par jour? Et donc, le réflexe, le réflexe, il est à ce niveau-là aujourd'hui. C'est en France, on va regarder la fréquence d'opération sur les cryptos. Maintenant, vous avez acheté de la crypto le 1er janvier, elle a été multipliée par 100 en fin d'année, et vous n'avez pas bougé, le sujet, il n'existe même pas. Alors, il y a des questions intéressantes qui sont en train d'arriver, hein, Georges. Donc, on va les adresser parce que ça concerne tout le monde. Donc, il y a Lionel qui pose la question à propos des brokers. Alors, c'est la même chose. Le vrai sujet de la crypto, c'est que pour moi, les intérêts, soit on vous les verse en crypto, soit on vous les verse en euros. Généralement, ces structures vous les versent en crypto. Donc, moi, ce que je regarde en fiscalité, et ce sont les raisonnements qu'on voit un peu partout dans le monde aujourd'hui, c'est on taxe à partir du moment où on va passer de la crypto à une monnaie fiduciaire bancaire classique. Quand vous avez vos intérêts, le propre de la crypto, c'est qu'on n'arrive pas à suivre. Donc, l'administration fiscale ne peut pas rentrer sur un raisonnement similaire à des actions en disant « je vais déclarer mes intérêts, je vais déclarer mes plus-values latentes ». Il faut qu'on ait une conversion pour avoir une imposition dans ce cadre, soit en France, soit dans d'autres pays. Il y a une autre question qui est arrivée, même moi, je n'y avais pas pensé. Alors, donc, il y a une personne qui demande, pour être sécurisé, ne faut-il pas, avec le statut NRH, effectuer les transactions crypto au sein d'une société à Dubaï et se payer en dividendes? Alors c'est très intéressant parce que j'adore ces questions-là. Parce que le propre du fiscaliste, c'est qu'il est avant tout là pour protéger ses clients. Et que là c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Je vous explique, moi, mes clients qui gèrent leur structure ou les cryptos au travers de structures, je les oblige à avoir ces structures dans le pays où ils résident. Donc, si vous êtes résident fiscal français et que vous voulez aller au Portugal, ou si vous êtes résident fiscal portugais et que vous êtes au Portugal depuis un certain temps, on ne s'amuse pas à avoir une société à l'étranger, que ce soit à Dubaï ou ailleurs. Alors, particulièrement à Dubaï, parce que les conventions fiscales, par exemple, la convention fiscale entre la France et Dubaï est extrêmement rigide et peut être remis, et peut remettre en cause facilement une résidence fiscale. Alors pourquoi je vous dis ça? Il y a un principe en fiscalité internationale qui est celui de la réalité économique. C'est-à-dire que votre structure à Dubaï, qui va être vraisemblablement une free zone, qui ne va pas avoir de locaux, qui ne va pas avoir de salariés, sera analysée par n'importe quelle administration fiscale des pays de l'OCDE, donc dont la France et le Portugal, comme étant une société fictive. Donc, votre fameux zéro d'impôt et vos dividendes que vous reprenez vous coûteraient quand même nettement plus cher. Donc, pour moi, il faut surtout éviter ces mécanismes-là. Si vous voulez faire ça, il faut résider à Dubaï, il ne faut pas être à Lisbonne ou à Porto ou au Portugal. Et ouvertement aller vers des structures qui existent et qui ont une réalité économique. C'est pour ça que si en rendez-vous, vous me posez cette question, je vous dis oui, ok. Donc, vous me prenez des locaux et vous me prenez des salariés sur votre structure. Et je veux qu'elle ait une réalité économique. Parce que quand je pose souvent la question, je titille mes clients et je leur dis, mais pourquoi vous voulez faire ça? Et classiquement, ils ont tous la même réponse. Ils me disent, bah non, pour payer moins d'impôts. Et je lui dis, bah, vous venez de répondre à la réponse de la fictivité, de la fraude fiscale. Vous n'avez fait un montage que dans un but d'éluder l'impôt. Sur une structure qui n'existe pas, qui n'a pas de locaux, qui n'a pas de salariés, votre structure, elle pourrait être à Dubaï, elle pourrait être en France, aux États-Unis, ce serait exactement la même chose. Donc, c'est surtout ce type de raisonnement qu'il y a lieu d'éviter et sur lesquels nous, on intervient pour nos clients pour leur dire ne pensez pas que les administrations fiscales ne vous trouvent pas. Elles arrivent à se coordonner de manière extrêmement claire. Donc, aujourd'hui, il faut plutôt aller sur une transparence, se dire l'exit tax n'est pas encore ne concerne pas encore les crypto-monnaies. Donc, si je souhaite partir et que j'ai de la crypto-monnaie, je ne serai pas imposé en France. Et quand je vais le vendre au Portugal, je vais être sur une disposition, sur une imposition à un taux zéro. Alors, on va prendre une dernière question, Georges, parce que la question aussi est pertinente. Donc, c'est Maxime qui demande quels sont les critères précis pour être considéré professionnel au Portugal? Alors, attendez. Alors oui, non, parce que je regarde les questions, donc comme il y a quelqu'un qui a parlé de l'abus de droit, en réalité, en fiscalité internationale, on ne parle pas vraiment d'abus de droit, mais de fictivité de montage. Donc, alors, on vous a mis les définitions. Le problème, c'est que le Portugal a une définition très, très large de la fictivité et donc, du caractère professionnel des gains. Donc, ce qu'on vous a mis, c'est négociation fréquente. Ça ressort de la jurisprudence portugaise. Est-ce qu'on a en plus des gains qui proviennent d'échanges dans le cas où on est trader? On a aussi des gains liés à la négociation, au-delà du simple fait de détenir des actifs et que la valeur de l'actif augmente. Donc, pour moi, l'élément important, c'est la fréquence des opérations. Maintenant, c'est extrêmement subjectif et il faut être clair, il n'y a pas de règle. Et comme souvent en fiscalité internationale, on a des raisonnements qui sont assis sur un faisceau d'indices.
c'est jamais noir, c'est jamais blanc, mais il y a un certain nombre d'indices qu'il va falloir regarder et traiter pour ne pas rentrer dans cette catégorie. Alors là, je vois des questions, mais après, c'est plus des questions que nous avons l'habitude on a l'habitude de répondre dans le cadre de vraies consultations. L'objectif était aujourd'hui de vous présenter un peu, on va dire de manière très claire, précise, ce qui se fait en France, ce qui se fait au moment de votre départ et ce qui se fait lorsque vous êtes au Portugal. Après, il peut y avoir un enchaînement, il peut y avoir des raisons, des modifications, des incidences. Là, après, on va rentrer dans le cas par cas. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour le réseau Expert Portugal.